Bonjour, shalom, assalamu alaikum. C'est toujours avec une certaine émotion que nous vous retrouvons tous les lundis matins pour nous reconnecter par le Club de la Presse. Comme dirait l'autre, hier c'était la fête des saints, aujourd'hui la fête de tous les morts. Et avant de démarrer cette semaine, nous pensons à nos parents, à nos voisins, à nos collègues. Ici, James Kounake, de Canal FM qui nous a quittés, vous également les auditeurs, tous les parents que vous avez perdus. Cette prière que je me permets de nous proposer à nous tous, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. C'est une prière chrétienne, mais sûrement que les musulmans ont une intention similaire, n'est-ce pas, Aliru Moru Chakala? Non, absolument, nous en avons, parce que d'abord, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, et heureux de retrouver ce splendide studio. C'est vrai, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, tous ceux qui ont vécu et qui ne sont plus des nôtres, c'est par la volonté du très saint, du très haut. Donc, qu'il leur repose en paix. Merci, que les morts reposent en paix et que nous vivions par la grâce de Dieu. Didier Assogba ne nous dira pas le contraire. Non, je ne peux pas dire le contraire. Je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Sass, bonjour à Lenny Tchakala que je retrouve également. Oui, bien évidemment, c'est Dieu qui est celui qui donne le souffle de vie et il le reprend quand bon lui semble. Il est le maître de toutes les situations et donc quand il reprend, nous n'avons qu'à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a pu nous faire et cette reconnaissance-là, nous ne cesserons de la témoigner envers la divine providence qui sait faire les choses de la meilleure des façons possibles. Merci, vous avez compris que pour nous accompagner aujourd'hui au Club de la Presse, deux confrères Aliru Moru Chakala que nous retrouvons après 3 semaines un peu de jachère, c'est comme ça que le paysan parlerait. Didier Assogba qui est avec nous et notre invité personne ressource pour nous accompagner dans la stratégie de riposte à la Covid-19. Aujourd'hui, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir un aîné, docteur Pana Asimawe Paul, bonjour. Bonjour. Docteur médecin épidémiologiste, médecin de santé publique, ancien de l'OMS, qui partage avec nous son expertise. Merci, plaisir aussi d'être sur ce plateau avec vous. Merci. Eh bien, à la technique, c'est Victor Bekakou, Michel Tomega et Jérôme Dakucha. Naturellement que nous vous saluons. Bonjour, shalom, assalamu alaikum à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez ici sur Canal FM, mais également vous qui nous écoutez sur les divers médias à Neho, à Sokode, à Niamtougou, à Bassar, à Dapan. Nous écoutons également les sollicitations pour que le Club de la Presse soit repris dans toutes les contrées du Togo. Nous y travaillons, mais vous nous suivez également un peu partout dans le monde, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Afrique naturellement et partout. Merci d'être connectés avec nous en cette journée du lundi 2 novembre 2020, comme dirait l'autre. C'est jour de rentrée de classe pour près de 2,6 millions Togolais jeunes apprenants. Mais c'est également journée africaine de la jeunesse. Et à cette occasion, nous avons suivi Madame la ministre en charge de la jeunesse, Madame Myriam Dossou d'Almeida, qui a adressé un message à la jeunesse. Cette journée qui porte sur le thème « Voix des jeunes, action, engagement, construire une meilleure Afrique ». Eh bien, c'était hier, le 1er novembre, journée africaine de la jeunesse. Et aujourd'hui, 2 novembre, c'est une journée qui nous concerne, nous journalistes. Didier Assogba et Aliru Moru Chakala. C'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette journée décrétée, adoptée plutôt par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2013, c'est pour immortaliser la mémoire de notre consoeur Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et à travers les deux là,
à l'ensemble des journalistes qui perdent un trop lourd tribut pour le travail que nous faisons quotidiennement. Didier Assoba. Bien entendu, il va falloir qu'on inculque aux populations, aux autorités, aux politiques, à tous les citoyens, que le journaliste fait une mission de service public. Et si vous faites bien, il le dira. Si vous faites mauvais également, il le dira. Ça ne sert à rien de prendre les journalistes pour des cibles à abattre. Malheureusement, dans certaines situations de crise politique ou sécuritaire, le journaliste est pris pour cible et on lui trouve des étiquettes assez rapidement, alors que le journaliste exerce une mission bien codée avec des règles qu'il respecte. Certaines fois, ça ne plaît pas à tout le monde que le journaliste dise telle ou telle chose ou écrive telle ou telle chose, mais c'est la loi du métier, c'est les règles. On ne peut pas demander au maçon pourquoi il a mis 10 briques en haut et pourquoi le menuisier a fait telle table comme cela. Le journaliste également a des règles qui régissent son métier, il le fait. Que cela vous plaise ou pas, que cela vous arrange ou pas, je pense que il va falloir accepter. C'est d'ailleurs ce choix que nous avons fait, accorder la liberté d'expression à chacun et à tous. Et il va falloir qu'on respecte la liberté également des journalistes en cessant de les poursuivre pour le travail qu'ils font. Merci. Nous pensons aux journalistes tombés un peu partout sous divers tropiques pour leur travail. Aujourd'hui, des journalistes qui travaillent en Guinée, en Côte d'Ivoire, dans ces pays qui connaissent des situations post-électorales quelque peu compliquées, des confrères également qui sont sur le terrain au Mali, au Niger, au Mali, au Burkina, au Nigeria, sur le terrain de ces pays qui ne connaissent pas toujours le calme et la quiétude. À l'Irmour Tchakala, cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Oui, il faut absolument que des situations malheureuses arrivent pour interpeller la conscience des premiers responsables de ce monde. C'est vrai, les journalistes ont payé le plus lourd tribut dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez, certains les prennent pour des cibles. Pourquoi ils ont fait ci plutôt que ça? Alors que, comme l'a dit mon confrère Didier, nous avons un code que nous respectons et c'est par rapport à ce code que nous travaillons. Donc, que ça plaise ou ça ne plaise pas, c'est ce que nous savons faire. Donc, mais malheureusement, sur certains fronts, ces journalistes-là sont pris en partie. Et si vous voyez un peu dans des pays où il y a des crises, c'est les journalistes qui sont souvent pris en partie parce qu'ils ont eu à traiter des sujets qui ne plaisent pas à certains dirigeants ou qui ne plaisent pas à ceux du bord de l'opposition. Donc nous sommes entre le marteau et l'enclume et il va falloir quand même que certains comprennent que nous faisons le travail, c'est une passion, nous le faisons, nous avons des codes que nous suivons et il va falloir aussi que ces gens-là se disent que tant qu'il y aura des journalistes, c'est que certains petits vices que certains essaient de couvrir, on les dénoncera toujours, on les mettra à la place publique, rien que pour arranger le devant et le derrière pour que des gens puissent se comporter décemment. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que pas très loin de nous, au Mali, il y a eu des confrères qui, dans l'exercice de leur métier, ont perdu gratuitement leur vie comme ça. Ça fait 6 ou 7 ans aujourd'hui. Donc, il faut interpeller toutes les consciences. Ici aussi, nous vivons des situations. Quand vous prenez un journaliste qui a fait un travail de salubrité publique en dénonçant certaines situations, mais malheureusement, ces journalistes-là sont traînés dans la boue, sont traînés devant les juridictions qui, certaines fois, ne jouent pas à fond leur partition et sont souvent du côté des plus forts. Donc il va falloir que tout cela cesse. Le journaliste, c'est quelqu'un qui travaille pour que le pays marche bien et non quelqu'un qui appelle à ce que le soufre s'abatte sur nos pays. Non. Merci. Alors, des auditeurs qui nous suivent, un monsieur qui nous dit que le journaliste fasse comme le juge, à savoir dit la vérité, toute la vérité, mais rien que la vérité, c'est ce que l'auditeur c'est ce à quoi l'auditeur nous exhorte, pendant que une dame, généreuse dame, nous conseille d'être comme des langues, une langue entourée de 32 dents, mais savoir travailler pour ne pas être mordu ici ou là. Eh bien, c'est également jour de rentrée, jour de retour dans les salles de classe pour
autour de 2,6 millions jeunes apprenants, tel que le ministre Kokoroko l'a dit hier, tout en souhaitant bonne rentrée aux élèves, aux enseignants, à tout le personnel administratif, mais également les parents d'élèves. Nous n'allons pas à l'école, mais nous sommes plus présents dans la vie de nos élèves que quiconque. C'est pour cela que nous choisissons comme pensée du jour, aujourd'hui, le grand philosophe allemand Emmanuel Kant qui a écrit que l'homme ne devient homme que par l'éducation. Encore une fois, l'homme ne devient homme que par l'éducation. Nous allons arriver à la rentrée incessamment, le temps que nous assurions que nous sommes en bonne santé, que nous faisons tout pour limiter, voire minimiser les risques de contagion à ce funeste virus. Je rappelle que pour la circonstance, notre invité, c'est Dr Pana Paul Asimawe. Rebonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Gaou. Merci. Eh bien, comme nous commençons de tradition cette page-là, c'est les derniers chiffres tels qu'ils ont été déclinés par les autorités officielles du Togo hier. 57 décès, 624 cas actifs, un total de 2357 contaminations depuis début mars. Et l'information qui porte espoir, 1676 guérisons. Docteur Panan, un petit commentaire sur ces chiffres? Merci, M. Gao, pour l'opportunité que vous nous donnez de partager encore aujourd'hui quelques réflexions sur la lutte contre ce petit virus qui met au défi tout le monde, y compris la communauté scientifique. Mais comme on le dit, c'est une nouvelle maladie qui n'était pas connue et donc qui n'a pas montré toutes ses facettes dans sa manifestation. Les chiffres que vous venez de donner datent effectivement d'hier et ils sont exacts. Mais quand on jette un coup de regard rétrospectif, on se rend compte que depuis 3 semaines, nous enregistrons une augmentation drastique des cas. Parce que vers le mois de septembre, les cas s'étaient à peu près diminués. On enregistrait à peine 15-20 cas par semaine sur l'étendue du territoire. Mais à partir d'octobre jusqu'à maintenant, nous enregistrons par semaine près de 150 cas. Ce qui fait que on peut dire que la maladie est encore de reprendre de l'ampleur. Nous avons enregistré également la semaine passée certains nouveaux foyers, notamment au niveau de Yoto, où on a trouvé un nouveau cluster, ce que nous appelons cluster, un foyer, au niveau de l'usine Wassem. Et nous avons également noté qu'il y a des nouveaux cas qui ont commencé à surgir dans les lacs, dans le Vaud également, mais également dans d'autres préfectures à l'intérieur du pays. Alors, ce qui montre que la lutte que nous sommes en train de mener doit être redoublée. Elle doit être redoublée. Aujourd'hui, les enfants rentrent à l'école et il va falloir effectivement que on puisse mettre les dispositions qui ont été édictées par le gouvernement dans le cadre de l'encadrement sanitaire de cette rentrée scolaire. Merci. Vous parliez tantôt de ces nouveaux clusters qui surgissent ici et là. Et les journaux en font également écho. De Liberté qui écrit que Wassem touché par la Covid-19 et le Correcteur écrit que infecté par le nouveau coronavirus, Wassem est en quarantaine, fermé pour une quinzaine de jours, le temps qu'on voit ce qu'il en sera. Et là, à ce niveau, le gouvernement réagit promptement. C'est le gouvernement, par le biais du ministre en charge du commerce et de l'industrie, qui on dirait même qui a sommé Wassem de fermer ses locaux le temps qu'on mette tout le personnel en quarantaine. Alir Mourchakala, vous y intéressez aussi à cette nouvelle vague quand vous écrivez que la Covid-19 est tout simplement terrible. Confinement, déconfinement, reconfinement, la pandémie qui tourne toute la planète en bourrique. Allez demander un peu aux Français, aux Espagnols, aux Italiens, ils en savent quelque chose. Mais vous revenez chez nous ici, quand vous écrivez toujours, Courrier de la République, retour au grand galop de la Covid-19 en Occident, le prix de la bêtise et de l'insouciance, et vous demandez que l'Afrique en tire les justes enseignements. Oui, absolument. Le virus, il est tout petit, mais il malmène la planète tout entière.
Et vous voyez l'Occident tout fier de lui, qui a presque tout assujetti, qui trouve des solutions à tous les problèmes qui se posent, devient maintenant presque fébrile par rapport à ce virus. Entre-temps, c'était des centaines de morts par jour, des milliers de contaminations. Mais quand la situation s'est un tout petit peu normalisée, les gens pensaient qu'il faut relancer le pays. Quand on a relancé le pays, les gens se sont comportés de façon un peu laxiste. Donc, ils ont baissé la garde. Et c'est comme ils étaient en train de rattraper un temps perdu par rapport au confinement. Et maintenant, ça reprend encore une fois de plus avec le reconfinement qui est imposé à certains. Même ce reconfinement même est un peu plus dur que celui qu'on avait connu en mars et qu'on sort. Donc, vous voyez un peu. Donc, cette pandémie, on ne blague pas avec elle. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Surtout qu'on n'a pas encore trouvé un produit qui puisse traiter le mal. Donc, si on se montre laxiste, si on se montre un peu négligent par rapport à certaines mesures qui nous sont édictées, là, on finira par prendre le mal. Maintenant, par rapport à ce qui se passe en Occident aujourd'hui, en France, en Italie, un peu partout, le mode est au reconfinement. Qu'est-ce que l'Afrique doit tirer? Surtout que les frontières sont aériennes et consorts sont ouvertes. Là, cela interpelle tous les dirigeants. Il faut aujourd'hui passer par des manières fortes. C'est vrai que les gens pensaient que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut arriver à l'Afrique. On était à quelques dizaines de décès il y a quelques temps. Mais maintenant, nous sommes à plus de 57 décès. Donc, ça veut dire que le mal est dans nos murs, le mal est dans notre cité et que c'est de par notre prise de conscience que nous pourrons arriver à bout de ce... Merci. Cette nouvelle vague qui déferle sur l'Europe, le Togo, l'Afrique ne sont pas à l'abri. C'est ce que nous rappelle Togo Matin, crainte d'une seconde vague. Docteur Pana, c'est dans ce contexte-là que nous ouvrons les écoles aujourd'hui où autour de 2,6 millions de jeunes apprenants vont reprendre les écoles. Il faut ajouter à ce nombre-là les enseignants, le personnel administratif et nous les parents qui emmenons nos enfants à l'école et les en ramenons, et également les bonnes dames qui font à manger à nos enfants dans les écoles. Docteur, c'est un grand monde qui reprend l'école aujourd'hui, pendant que la semaine dernière, le gouvernement a décidé aussi d'ouvrir les lieux de culte à l'intérieur du pays et d'y procéder progressivement dans Lomé communiste, enfin dans le Grand Lomé, docteur. Oui, je crois que je dois remercier, féliciter M. Tchakala pour son analyse et sa sensibilisation. C'est ce que nous disons. Si vous remarquez la pression de la population par rapport aux mesures barrières, c'est ça qui est en jeu. Le gouvernement a joué sa partition. Le secteur sanitaire a joué sa partition. Il nous revient à nous maintenant, la population, individuellement, mais collectivement, de mettre en pratique, à partir du moment où on n'a pas un vaccin, on n'a pas un traitement. Le reste ce qui nous reste, c'est la prévention. Et la prévention passe par les mesures barrières. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé une autre mesure préventive que celle qui a été, pour le moment, édictée. À savoir, le port de cache-nez, le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon, la distanciation physique, l'éviction des rassemblements, etc., etc. Ça, nous le disons depuis plus de 7-8 mois maintenant. Donc, il revient maintenant à chacun de nous, que ce soit les parents, et je pense que c'est là où ça doit commencer. Le gouvernement a édicté les conditions dans lesquelles la rentrée doit se faire. Et ce que chacun de nous, en tant que partie prenante, en tant qu'acteur de l'éducation, doit jouer. Les parents doivent jouer un rôle clé ici. Quand votre enfant doit partir le matin pour son école, nous avons, dans les consignes qui ont été données, les orientations, il y a un élément capital. Le cahier, le bic, le sac, ça faisait partie de ce que nous appelons le matériel didactique de l'enfant. Mais aujourd'hui, nous devons y ajouter le masque. Et je crois que c'est dans cette direction que le gouvernement allait pour dire, bon, on sait que dans la population, il y a inéquité en matière de pouvoir d'achat. Alors, le gouvernement fera l'effort de faire une disposition qui permette aux gens d'avoir accès à certains
personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir le faire, au moins d'acheter le masque qui est à 300, il revient à 500 francs. Je crois que ça, c'est déjà un effort louable pour que l'accessibilité au cache-nez soit partout au niveau de nos populations. Merci Didier Assogba. Nous avons écouté le ministre Kokoroko qui a insisté sur le fait que le masque bucco-nasal ou bien le cache-nez, comme nous l'appelons communément, doit faire partie désormais intégrante des fournitures scolaires. Dr Pana le rappelait, mais le gouvernement a subventionné ces masques réutilisables un certain nombre de fois. Le gouvernement a également indiqué les points où on peut trouver ces masques-là depuis Djankase jusqu'à Senkase. Le gouvernement, enfin le ministre Kokoroko, qui a également insisté sur la mise à disposition des dispositifs de lavage de mains et autres mesures. Ok, le gouvernement vient d'édicter les règles là. Il revient maintenant aux écoles, aux élèves et à nous également les parents de veiller à leur respect. Bien entendu, et le plus grand défi qui reste maintenant, ce n'est pas, on sait, les préparatifs ont eu lieu. Que ça soit bien ou pas, le gouvernement a fait ce qu'on peut dire l'essentiel. L'essentiel est fait aujourd'hui. Je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire ici, il revient d'abord à chacun des parents d'élèves de savoir ce qu'il veut pour son enfant. Est-ce que nous voulons envoyer nos enfants à l'école pour aller choper le coronavirus et mourir après, qu'on ait déjà payé l'écolage ou les fournitures? Je ne crois pas. Et nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils réussissent, pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils deviennent des cadres pour la République. Et en tant que tel, la première responsabilité revient aux parents à la maison. Avant que l'enfant ne parte, vous veillez à ce qu'il ait pris ou à ce qu'il ait mis son cache-nez. Pour être plus clair. Et surtout qu'il l'ait bien mis. Oui, qu'il met. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas utilisé le masque, mais je dis cache-nez. Parce que là, ça veut dire que ça cache le nez. On voit des gens qui mettent juste sur la bouche, au menton. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut véritablement couvrir le nez et la bouche à la fois. Et donc, c'est pour ça, cache-nez, ça va mieux. Et c'est à ce niveau-là que un auditeur nous a recommandé l'appellation masque bucco-nasal, c'est-à-dire cacher effectivement la bouche et le nez. Et le nez. Donc, évidemment, je pense que la première responsabilité revient aux parents. La deuxième responsabilité, à mon sens, il va falloir que dans chaque école, s'il n'y a pas de surveillant, qu'il y ait au moins quelqu'un qui veille à cela. Avant que les parents et les enfants ne rentrent à l'école le matin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, à la guérite, puisse vérifier est-ce que tout le monde a mis le masque ou pas. J'étais dans une école ce matin, dans quelques écoles pour voir comment ça fonctionnait ce matin. J'ai vu qu'il y a des élèves qui arrivaient sans masque, avec leurs parents. Et j'ai vu des dames qui ont pris des enfants, qui ont emmené, et ils n'ont pas de masque. Heureusement que le gardien de l'école a eu la présence d'esprit de les stopper et de leur dire de se mettre carrément à l'écart, d'aller chercher le cache-nez, le masque bucco-nasal, avant de venir et avant de permettre aux enfants d'intégrer. À ce niveau-là, c'est parce que cette école avait une clôture. Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'analyse globalement la situation. Je dis que dans des écoles où il n'y avait pas de surveillant, où il n'y a pas de clôture non plus, il faut véritablement qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait des gens à qui on confie ce rôle-là de vérifier, peut-être au Mans, dans les rangs, si les enfants ont véritablement le cache-nez, le masque bucco-nasal, avant de leur permettre d'intégrer les salles de classe. Si nous nous mettons dans la négligence à ce niveau-là, je pense qu'on va à volo et c'est le danger qui va venir. Déjà que les cas sont en train de s'augmenter partout, chaque semaine, il faut que nous soyons plus regardants. Et au niveau des enseignants également, l'enseignant, c'est la pédagogie. On sait que les enseignants vont parler, mais il faut, lorsque les enseignants ne parlent pas dans les classes, il faut qu'ils mettent également leur cache-nez. Et donc, je pense que c'est des responsabilités à plusieurs niveaux, avec un peu plus de rigueur et de vigueur. Je pense qu'on pourra arriver à contenir le risque. Vous savez que nous sommes retransmis en direct à Dapan. Et là, un confrère nous signale qu'il se trouve actuellement au lycée Komboloaga, à Dapan, et que au maximum 20% des élèves portent le masque, et que le confrère dit qu'il cherche
les dispositifs de lavage de mains, mais il n'a pas encore trouvé dans cette école-là de Komboloaga à Dapon. Non, on sait que ça va être difficile. Je vous ai dit, pour cette semaine, beaucoup d'élèves dans certains contrées vont faire le défrichage d'abord. Et donc, les difficultés de notre système éducatif sont connues de tous. On connaît, mais ça va aller progressivement. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de nous mettre dans la sensibilisation et rappeler aux parents. C'est ce que je dis. Si le parent avait veillé à ce que son enfant ait mis le cache-nez, enfin le masque bucco-nasal avant de partir de la maison, le constat que notre confrère fait dans le lycée actuellement ne serait pas fait. Donc la première responsabilité et la plus grande des responsabilités à ce sens-là revient d'abord à nous parents d'élèves dans les maisons. Et il faut encore rappeler que le gouvernement a fortement subventionné les masques lavables et réutilisables. Peut-être que le gouvernement va diffuser suffisamment les points où on peut trouver ces masques-là au prix subventionné pour que chacun, dans sa discipline, depuis la maison, accompagne ce mouvement de minimisation des risques de contagion de ce virus. Mais dans le même temps, Nouvelle Opinion qui écrit ce matin que lentement mais sûrement, le gouvernement se dirige vers une reprise des activités et que Liberté écrit programme novici, couvre-feu, église, marché, bar, école, 3 points de suspension, l'état d'urgence sanitaire vidé de sa substance. Docteur Pana, d'aucuns font le procès à l'État d'être lui-même laxiste dans le respect des dispositions de l'état d'urgence sanitaire, en ouvrant les bars, en ouvrant les écoles, en ouvrant les églises, en laissant l'activité socio-économique se dérouler pratiquement de façon normale. Alors, Dr Pana, est-ce que c'est l'État qui est par trop laxiste, ou bien nous, qui par notre indiscipline, courons le risque de ramener l'État à la rigueur? Je pense que la réponse, vous venez de la donner. Est-ce que c'est, comme M. Alidou l'avait dit, quand on considère les pays du Nord, où l'épidémie avait commencé, les mesures drastiques avaient été prises. Même chez nous ici aussi, mais combien de fois les gens n'ont pas acculé le gouvernement en disant, surtout quand on prend les lieux de culte, le marché, etc. Il y a les réalités de notre pays. Quand on prend par exemple les marchés, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va empêcher les marchés d'ouvrir. Parce que si on est en train de lutter contre l'épidémie, il faut quand même aussi vivre. Et nos structures sociales ne sont pas comme en Europe, où tu peux facilement avoir accès à ce dont tu as besoin journalièrement pour vivre, manger, boire, etc. Donc nous sommes obligés, le gouvernement est obligé de pouvoir faire avec la structure sociale que nous avons chez nous. La deuxième chose, c'est que il nous revient, nous l'avions dit sur les plateaux, la situation épidémiologique va amener le gouvernement à adopter des mesures. On a ouvert les cultes, on a laissé un peu les bars, les restaurants, etc. Mais je suis sûr que si la situation épidémiologique ne s'améliore pas, les vis seront encore serrés au niveau du gouvernement. Comme ça vient d'être fait en France. En France, Belgique, etc. Le rôle du gouvernement, c'est de protéger toute la population, y compris ceux qui dénient la maladie. Donc, le gouvernement ne peut pas accepter qu'à cause d'une poignée de personnes qui dénient la maladie, eh bien, la grande majorité soit suspecte d'attraper ou soit à risque d'attraper la maladie et d'en payer le prix. Donc, au fur et à mesure que les gens ne vont pas respecter les mesures barrières, au fur et à mesure que les lois édictées ne sont pas respectées, eh bien, le gouvernement va aller de niveau à niveau dans justement le durcissement des mesures. Oui, donc ce que nous disons là, c'est important. Il nous appartient à nous de continuer à vivre une vie pratiquement normale, à la seule condition de respecter les mesures barrières, parce que à l'Iro Tchakala, on s'en plaignait il y a quelque temps, mais il n'y a plus de bouclage dans aucune zone ici au Togo. Les éléments de la FOSAP, on les voit juste dans les carrefours qui usent de beaucoup de pédagogie. Et bien, comme Dr Pana le dit, si nous accompagnons le mouvement là, ça va aller. Sinon, si par notre indiscipline, notre désinvolture,
que la contamination devrait grimper, nous risquerions encore de nous retrouver sous couvre-feu. Oui, si l'Occident est en train de se faire rattraper par son caractère laxiste, donc il faut aujourd'hui s'attendre à ce que nous, pays africains, on ne soit pas à l'abri d'un retour au galop de la contamination. Vous voyez, je prends l'exemple de la Chine. Là-bas, il y a une certaine discipline. On dit qu'ils sont nombreux, mais c'est la discipline. Ceux-là qui étaient là tout le temps à railler la Chine, que non, le virus est chinois, tout ça. Mais les Chinois ne se sont pas montrés comme les Occidentaux. Aujourd'hui, la situation est redevenue normale en Chine. Les gens vivent comme bon ne sont parce qu'ils avaient eu à se comporter de manière responsable. Mais ces pays qui disent démocratiques, où il y a la liberté, les gens en ont usé à fond au point aujourd'hui qu'ils soient rattrapés. Donc, ici, dans nos pays africains, plus précisément chez nous au Togo, si on se montre aussi laxiste, si on ne sert pas un tout petit peu, si la sensibilisation faiblit, moi depuis quelque temps je ne vois plus ceux-là qu'on avait vu au tout début de la contamination, prendre d'assaut les radios, le faire encore. J'assiste seulement au niveau de Canal FM à ces invitations des personnes ressources pour nous parler du coronavirus. Donc ça veut dire qu'on a baissé la garde à un certain niveau. Et puis, ça craint. Moi, je ne suis pas rassuré. Qu'est-ce qui a poussé le Premier ministre britannique à décréter encore le confinement? C'est que certaines prévisions avaient été faites et on plonge sur plus de 2000, voire 4000 morts par jour. Et c'est cela qui a attiré l'attention des gens pour dire que, tiens, nous ne devrons pas nous comporter comme on a eu à le faire pour nous faire rattraper par nos manquements passés. Donc, il faut aujourd'hui aussi que la sensibilisation soit maintenue. Il faudrait qu'avec cette reprise-là, on mette la reprise des cours sous le sceau de la vie. Sous le sceau de la vie. Parce qu'il ne faut pas se montrer là. Certains établissements, oui, parce qu'on a besoin des écolages, on a besoin d'avoir un effectif aussi bon pour faire un peu de sous. On va se montrer un peu laxiste par rapport à certains manquements que les élèves viendraient à observer. Donc, je crois que aux grands mots, les grands moyens, il faudrait user de tout pour que cette nouvelle vague que l'Occident connaisse, que ici, dans nos pays, nous ne la vivions pas. Merci, docteur. Pendant les chiffres hier affichaient 120 903, c'est le nombre total de tests que le Togo a pratiqué, 120 903, ce qui donne un ratio de 15,69 tests par lot de 1000 habitants. Avec ces chiffres-là, est-ce qu'on approche ce que vous appelez, vous les spécialistes, l'immunité collective? Non, on n'a pas, aucun pays au monde actuellement n'a atteint l'immunité collective. Il faut comprendre ce que ça veut dire l'immunité collective. L'immunité collective, ça veut dire que une grande population, entre 65 et 80%, attrape la maladie, développe des anticorps, et ces anticorps-là maintenant protègent la grande partie. Ce n'est pas encore le cas avec le coronavirus. Scientifiquement, il n'est même pas encore prouvé que on peut justement se prémunir avec les anticorps totalement contre une infection. Donc, elle prémunit seulement. C'est pour ça que jusqu'alors, le vaccin n'est pas encore sorti. Parce que le virus est un peu complexe dans sa manifestation. C'est pourquoi que la protection individuelle et collective reste de mise. Il faut absolument que les gens pensent que lorsque je me protège, je fais en sorte que le virus diminue sa capacité, au moins au niveau de la communauté. Merci, nous suspendons. Je reviens sur ce que M. Tchakala a dit. Vous avez suivi où est-ce que là-haut on avait trouvé le premier cas index de cette maladie de la COVID-19. Ils sont totalement libres maintenant de circuler, d'aller partout où ils veulent. Parce que la discipline a régné. La discipline a régné. Donc, si nous voulons reprendre rapidement nos activités comme il se doit, soyons disciplinés, mettons en œuvre les mesures barrières de façon que la circulation du virus s'estompe d'elle-même et puis nous pouvons vaquer librement à nos occupations. Quelque part, il a écrit que celles et ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent et qu'ils appliquent. Nous pourrions revenir sur ces sujets si les auditeurs le souhaitent à partir de 12h. Maintenant, allons sur les pas des 2,6 millions d'apprenants qui ont repris
l'école ce matin. Et quand on ajoute aux élèves, leurs enseignants, le personnel administratif et tout le reste, c'est pas moins de 3 millions de personnes qui rôdent, qui tournent autour des écoles chaque jour. Attention encore à la discipline. Alors, dans quel contexte cette rentrée-là s'opère? Commençons avec le journal du Togo qui écrit à la page 2 que la rentrée académique du 2 novembre n'est pas comme les autres. Ce journal également qui dit adieu au beau jour. Les élèves qui viennent de reprendre les écoles, certains ont connu 6 à 7 mois de vacances. Eh bien, les beaux jours sont finis. C'est l'école qui reprend ce matin dans un contexte tout particulier. Et le correcteur écrit que même après 8 mois de pause forcée, le gouvernement donne l'impression d'être surpris par cette rentrée. Et pendant que Méga Info, lui, écrit à la page 6, Méga Info qui écrit rentrée scolaire 2020-2021, apprenants, parents et enseignants dans la tourmente. Ce à quoi Courrier de la République, vous écrivez à la page 4 à Lirou, votre journal qui écrit à la rentrée scolaire de 2 novembre, dangereuse montée des enchères, faire triompher la raison. Vous allez nous dire à qui vous adressez cette exhortation, pendant que vous trouvez que le professeur Kokoroko, comme l'on se retrouve dans un véritable baptême de feu. Oui, vous savez, le professeur Dodu Kokoroko, on le connaît très bien, il a fait ses preuves à la présidence de l'université de Lomé. Et l'université de Lomé, c'est dans un petit coin de la capitale. Et aujourd'hui, il a semblé prendre des galons parce que de la maternelle au lycée, c'est lui qui est le grand patron et on lui a ajouté aussi l'enseignement technique et l'artisanat. Ça veut dire que c'est des millions de personnes et non quelques dizaines de milliers d'étudiants qu'il avait eu à gérer. Donc, c'est son premier baptême de feu, surtout que cette rentrée ne se fait pas dans un contexte normal, dans un contexte ordinaire. C'est un contexte marqué par la crise sanitaire que cette rentrée a été rendue possible. Donc, il faut sauver les meubles. Si tout n'est pas au point, ça c'est vrai, parce que par rapport au respect de certaines mesures, on n'a pas construit les infrastructures pour que cela puisse être possible, c'est le respect de ces mesures. Mais on va faire avec les moyens de bord, mais tout en prônant la sauvegarde de la vie avant toute chose. Mais aujourd'hui, avec tout le lot, c'est de Lomé à Saint-Cassé, dans tous les 4 coins du monde, il y a des établissements scolaires. Donc, ce n'est plus dans un petit coin de la capitale où il y a l'université, où il peut gérer des gens. Il y a les syndicats, il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants, et il y a tout un monde. Donc, c'est son premier baptême de feu, s'il faut dire ça. Aujourd'hui qu'il va véritablement au front et vivement qu'il sorte vainqueur, et cela dépendra de lui, de la façon dont il va manager la chose. Il faudra qu'il prenne cette hauteur de comprendre, d'écouter et d'agir. On ne va pas se comporter comme il l'a fait avec des étudiants qui sont quand même de grandes personnes qui comprennent. Ça, c'est pour Kokoroko. Maintenant, à d'autres acteurs, vous leur demandez de faire triompher la raison. Ceux qui, à tort ou à raison, donnent l'impression de faire monter les enchères. Oui, c'est vrai. Nous sommes solidaires de tout ce que les syndicats des enseignants voudraient pouvoir améliorer un peu leurs conditions de travail. Mais ça fait un peu redondant que toutes les fois à cette rentrée-là, on se sert de cette rentrée comme moyen de chantage pour demander plus qu'il n'en faut. C'est vrai, nous ne sommes pas dans une situation normale, je le dis. Entre-temps, quand il s'était agi de fermer les écoles, mais le gouvernement n'avait pas posé de conditions que maintenant vous n'allez pas au cours, mais vous n'allez pas toucher vos salaires. Mais les salaires leur étaient versés régulièrement pendant les 7 mois qu'ils étaient restés à la maison. Vous parlez de ceux qui avaient droit à leur salaire. À leur salaire, absolument. Alors qu'à côté, il y a les enseignants volontaires et d'autres qui étaient payés à la tâche à l'heure. Oui, maintenant, se servir de cette rentrée pour monter les enchères, pour dire que non, si le gouvernement ne fait pas ci, ils seront obligés peut-être de faire ça. Je trouve ça
je ne trouve pas ça normal. Donc il va falloir que la raison triomphe de nos petites humeurs qui certaines fois nous poussent à demander ce qui ne doit pas l'être. Merci. Alors, dans ce jeu-là, devant les inquiétudes des parents, des élèves, devant les exigences, les revendications des enseignants, qu'ils soient officiels, qu'ils soient volontaires ou à statut bizarre, Kokoroko rassure les enseignants et les parents d'élèves, comme l'écrit Togo Matin, pendant que Nouvelle Opinion écrit que le ministre Kokoroko opte pour le dialogue et la formation des enseignants. Didier Assogba, vous rappelez le Conseil des ministres du mercredi dernier, lorsque certaines des préoccupations des enseignants ont été discutées par le gouvernement, et dans son message au monde scolaire, Kokoroko donne l'impression de jouer la carte de l'humilité et de la prise en compte de certaines du nombre des préoccupations de ces acteurs-là. Bien entendu, contrairement à l'université de Lomé où le ministre Kokoroko maîtrise la maison, d'abord en tant qu'enseignant, puis doyen de la faculté de droit, il maîtrisait le fonctionnement de l'université déjà avant de devenir son président, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Le ministère, c'est carrément autre chose. C'est carrément autre chose. C'est un autre monde. Il faut gérer à la fois la rentrée, les enseignants et le personnel et tous les détails, les directeurs, tout. Il faut gérer tout à la fois à divers niveaux donnés. C'est un peu compliqué. Et donc, je pense que c'est la meilleure attitude possible qu'il adopte actuellement. C'est l'attitude de dire à ses interlocuteurs que je ne maîtrise pas tout. Je viens de découvrir ce domaine et ensemble, nous allons pouvoir l'améliorer. Et il a dit dans son message, il a appelé à la collaboration de tous les acteurs pour mettre en œuvre progressivement ces projets, ce qu'il a pour l'éducation, le système éducatif togolais. Il a dit des choses très intéressantes et je pense que c'est la meilleure de façon possible pour lui d'appréhender et de démarrer à la tête de ce ministère. Il ne sert à rien de dire que j'ai réussi à l'université de Lomé et donc puisque je viens ici, par un coup de baguette magique, je devais réussir. Il le savait très bien, un bon philosophe, un bon homme de droit, un bon juriste. Il sait qu'il faut calmer la situation, calmer. Il a d'ailleurs parlé, rassurer les enseignants sur le protocole d'accord qui a été signé. 2018. Voilà, lui vient découvrir ce document. Et donc, il faut lui laisser le temps de maîtriser les contours et la façon de l'appliquer. Surtout, ce qui tient tant au cœur aux enseignants, c'est le point 3 qui parle de primes à verser, le pécunier. Et donc, ça va se faire. Et je pense, comme j'ai dit, nous sommes dans une situation assez atypique. On n'a jamais vécu cette situation, ça vient d'arriver et le gouvernement venait d'être formé, en plus la rentrée vient d'arriver, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour le nouveau ministre pour préparer le secteur. Je pense que d'ailleurs les acteurs comprennent et tout le monde, je pense qu'ils vont collaborer. Maintenant, si on réussit la rentrée et qu'on entre en 2021 et qu'il n'y a rien de la part du gouvernement comme discussion, comme attitude d'amener les uns et les autres à satisfaire leurs revendications, on peut donner raison aux enseignants. Mais pour le moment, je pense qu'il faut un moratoire. Ça existe un peu partout, le moratoire, le cessez-le-feu ailleurs. Donc, non, le cessez-le-feu, c'est après le conflit. Oui, évidemment, mais puisque des gens commencent par activer pour dégainer, et donc il faut plutôt mettre la barre à terre. Pour moi, c'est le premier défi, le défi le plus important maintenant, c'est de réussir la rentrée. Et ça, ce n'est pas Kokoroko, ça, ce n'est pas les enseignants non plus. Ce n'est pas unir, ça n'a pas de bord. Ça concerne tout le monde. Le ministre a dit quelque part dans son message, nous avons l'école en héritage et en partage. Je pense que chacun de nous, le villageois qui est quelque part, qui connaît pas Kokoroko, qui connaît pas les syndicalistes, son enfant va à l'école et est concerné. Faisons tout pour réussir cette rentrée et après on pourra revenir avec nos divergences si on ne veut pas réussir. L'occasion pour nous de rappeler encore la pensée du jour, c'est le philosophe allemand Immanuel Kant, depuis le XVIIIe siècle, qui écrivait que l'homme ne devient homme que par l'éducation. Quelle éducation nous voulons donner à nos enfants, qu'ils soient meilleurs par rapport à nous? That is the question, comme on le dirait au pays de Margaret Thatcher ou bien de William Shakespeare. Kokoroko également qui a annoncé
il est revenu sur certains engagements de Mme Tomenga Dogbe quand il a annoncé le recrutement d'un certain nombre d'enseignants avant la fin de l'année 2020. Il a bien précisé, j'ai entendu au moins 2000 enseignants qui seront recrutés, des salles de classe qui seront construites, comme l'a dit Didier, accordons-lui le bénéfice du doute. D'ici quelques temps, nous verrons ce qu'il en sera. Et de Kokoroko, nous glissons sur les pas du gouvernement Tomenga Dogbe dans ses faits et gestes. Et c'est vous qui démarrez, Tchakala, quand vous écrivez d'abord l'éditorial, vous écrivez Madame Tomenga Dogbe jusqu'au bout des assumations. On verra bien après les 100 jours de ce gouvernement. Mais vous écrivez également Madame le Premier ministre contre Madame Tomenga Dogbe. Alors, de Madame Tomenga Dogbe à la Première ministre, qu'est-ce qui est le même, qu'est-ce qui est différent? Non, vous savez, aujourd'hui, le profil de la personne a changé. Ce n'est plus la personne que nous connaissons il y a quelque temps, mais c'est Madame le Premier ministre. C'est la patronne du gouvernement. Mm-hmm. Donc, à ce titre, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait les bases qu'elle est en train de poser. Elle est consciente des attentes qui sont là sur le terrain et elle sait que par rapport à ces nouvelles charges, en tant que celle-là qui insuffle la dynamique à l'équipe gouvernementale, elle est à même de faire. Donc, ce n'est pas Madame en tant que maire, mais comme Davito, comme certaines personnes l'appellent affectueusement, en tant que Madame le Premier ministre. Donc, elle assume ses engagements. Elle assume tout ce qu'elle veut faire en tant que Premier ministre de la République togolaise. Et vous rappelez sa phrase, gouverner autrement. Donc, Madame le Premier ministre contre Madame Tomenga Dogbe, l'offensive pour gouverner autrement. Nouvelle opinion qui renchérit un peu, qui écrit à la page 4 que la chef du gouvernement, dans l'émission Au cœur de la nation, le jeudi dernier, Tomenga Dogbe engagé pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais un journal aussi revient sur les déclarations de la Première ministre. C'est le Télégramme du Togo qui écrit « Gouvernance politique au Togo, les promesses de Tomenga Dogbe, entre autres une autoroute, le Messin-Kassé, créer 25 000 salles de classe en 5 ans, construire 20 000 logements sociaux, trouver du travail pour 500 000, créer plutôt du travail, c'est pas trouver, créer du travail pour 500 000 jeunes en 2 ans. Le Télégramme du Togo se demande, elle est possible là, Didier Asogba? Je ne sais pas si elle est possible, mais ce que moi je sais, ce sont des prévisions. Les chiffres, tout ce qu'on annonce là, je pense que ce sont des prévisions. Quand on prend par exemple le chiffre de 500 000 emplois, c'est ce que le PND... en 2 ans. En fait, d'ici 2022. D'ici 2022, mais c'est ce que le PND c'est ce qui a été prévu dans le PND pour 5 ans. Si le PND n'a pas pu, est-ce que madame pourrait le faire? Je ne sais pas. Parce que le PND c'est 5 ans et on est presque... on a dépassé d'ailleurs la on devrait faire un bilan mi-parcours, ça n'a pas été fait et on est rattrapé par le coronavirus et on devrait réactualiser et tout ça, le PND. Et donc, si avec... Il faut rappeler que lorsqu'elle était devant l'Assemblée, Mme Tomenga Dogbe a laissé entendre que le gouvernement envisage, disons, la réécriture, si je peux parler ainsi, du PND. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'on aurait pu faire un bilan à mi-parcours avant que le coronavirus n'arrive. Et donc, je pense qu'au moins le PND a vécu 2 ans et demi. Et est-ce que le PND a pu trouver, si on peut faire la moitié des 500 000 emplois promis, est-ce que le PND a pu faire 250 000 emplois au gouvernement de nous le dire? Mais est-ce que, tel que libellé et tel que dit, les 500 000 emplois pour les jeunes en 2 ans, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est des prévisions. Et c'est des prévisions, on prévoit des choses. Il y a des obstacles toujours en cours. Ce qui nous tue généralement au pays ou généralement dans les pays africains, c'est qu'on fait des prévisions sans des scénarios pessimistes. Les scénarios pessimistes sans tenir compte des obstacles qui peuvent arriver. On annonce des choses et on ne met pas de bémol. Et généralement au bilan,
on est rattrapé par ceux qui tiennent le gouvernement à la parole. Et je pense que c'est de bonnes intentions. Le chef de l'État avait l'autoroute de l'amitié, c'était ça. De Lomé à Saint-Cancé, ça ne date pas aujourd'hui, cette affaire d'autoroute. Et l'autoroute qui va traverser et le pays de Tchakala et le pays de Galant de Dr Pana pour conduire jusqu'à Saint-Cancé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et presque tous les premiers ministres qui sont passés ont déjà répété cette phrase. Mais on n'a toujours pas vu cette autoroute-là. Et le dédoublement de la nationale numéro 1 qui a été annoncé également depuis 2015, on n'a presque jamais, c'est toujours en cours, ça reste un projet. Si, on assiste à un embryon à partir de, disons, le contournement. Oui, jusqu'à Verthévier. Jusqu'à Davier, pas encore à Sévier. Et donc, oui, je dis que c'est toujours en cours, mais ça n'a toujours pas été fini. Et donc, ces annonces, c'est d'agir sur de bonnes choses. Madame Victoire Toméga Dogbe veut faire. Elle a une référence, c'est son ancien patron, le Premier ministre Humbo, qui est venu, qui a sublimé ce poste-là, qui a fait d'énormes choses. Et je pense que madame veut tirer dans cet exemple-là pour aller plus loin, pour faire davantage. Mais à mon sens, il faut faire un peu attention avec les chiffres annoncés parce que très rapidement, on sera rattrapé par quelques obstacles pour ne pas y arriver et on dira qu'elle a menti. Mais je ne souhaite pas qu'elle échoue parce que si elle échoue, c'est nous tous qui seront face aux conséquences. Donc, il faut un peu de la prudence dans l'annonce de certaines choses. Merci. Alors, il y a quelques faits déjà concrets qui commencent à faire jour. La première sortie publique de Mme Toméga Dogbe, c'était le vendredi lorsqu'elle s'était rendue à Davier pour procéder à l'inauguration de ce poste de péage moderne et automatisé. Courrier en parle à la page 2, modernisation des infrastructures routières, poste de péage automatisé. Nouvelle Opinion également en parle, inauguration de 3 postes de péage automatisés, la politique de modernisation du réseau routier en marche au Togo. Et que Méga Info nous rappelle que cette automatisation progressive des postes de péage, c'est pour le franchissement plus fluide et un fonctionnement beaucoup plus efficace sur nos actes de transport. Alirou ? Oui, c'est un gros effort qui a été réalisé à ce niveau-là. Quand vous voyagez un tout petit peu au niveau de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, au Ghana, un peu partout, vous vous rendez compte que les pots de péage là, ça prête mine, c'est joli, c'est beau et souvent c'est fluide, mais on était là à vivre une autre situation au niveau de nos postes de péage où franchement c'était pas ça. Si la SAFER a opté de moderniser, je crois que c'est tout bénéfique même pour ce service, cette société, la SAFER, et c'est aussi bien pour les usagers de la route parce que on ne va plus arriver là-bas et passer tout un temps fou, rien qu'attendre à ce que certains soient servis avant de laisser la route pour d'autres. Maintenant, il y a des gens, je ne sais pas s'ils le font par malice, ils arrivent pour payer le poste de péage à 300 francs, ils sortent un billet de 10 000 francs. Oui, et en le temps qu'on retrouve la monnaie, tout le monde est bloqué. Oui, et puis ils éprouvent ce vicieux plaisir-là à arrêter les gens, à ne même pas bouger. Parce que vous n'allez pas prendre une grue pour les enlever de là. Je crois que c'est un gros problème qui a été résolu avec l'automatisation de ces postes de péage. Donc vivement, il y en a un peu partout. Il y a des postes de péage qui truffent le territoire national. Vivement que après Davier, d'autres localités, tout le territoire togolais vivent cette nouvelle réalité qu'est l'automatisation. Maintenant, s'agissant des créations d'emplois, des 500 000 emplois et tout ça, je crois que c'est faisable. Pour construire 25 000 bâtiments scolaires, c'est des gens qu'on va utiliser. Pour construire 20 000 logements sociaux, c'est des gens qu'on va aussi utiliser sur de l'emploi qu'on va créer. Maintenant, il y a un autre secteur qu'on n'a jamais, auquel on n'a jamais donné de la valeur. C'est l'agriculture. On peut aussi créer des milliers et des milliers d'emplois là-bas. Souvent,
ceux-là qui finissent à l'ESA, École supérieure d'agronomie, finissent professeurs de physique, de chimie ou même de sciences naturelles dans les collèges et lycées. Des gens comme ça, on peut rendre ce travail de la terre-là attractif avec des accompagnements conséquents. Donc, c'est possible. On dit, quand il y a la volonté, on se donne les moyens de le faire. La volonté, hier, madame veut bien faire, donc que les moyens aussi suivent. Et puis, on va la juger. Pour l'agriculture, il y a déjà les EFAD qui commencent à s'installer, dans celui de la Vagnon qui est apparemment déjà opérationnel. Il y a également ces agropoles qui sont envisagés. Je crois que l'agropole de la Cara doit s'approcher vers l'opérationnalité. On verra tout ça. On va terminer avec la situation post-électorale quelque peu conflictuelle dans la sous-région ouest-africaine. Commençons par Liberté qui à la page 2 écrit « Présidentielle en Côte d'Ivoire, une élection aux deux visages, symbole d'un pays divisé ». Et à l'occasion, Liberté qui ressort ce livre-là de l'Ivoirien Amadou Kourouma en entendant le vote des bêtes sauvages. Eh bien, Liberté se demande si ce n'est pas les bêtes sauvages qui ont voté hier ou plutôt samedi en Côte d'Ivoire. Courrier de la République, vous aussi, vous écrivez sur la situation similaire en Guinée. Quand vous écrivez crise post-électorale en Guinée, un acteur politique qui dit, citation, « Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour déloger ce régime dictateur », parle de Alpha Condé sûrement, ce régime dictateur de voleurs qui a fini de piller et d'appauvrir le pays et le peuple. Alors, de la Côte d'Ivoire à Guinée, c'est une situation similaire. Une grande partie de l'opposition qui se dit opposée au troisième mandat du président sortant, les conditions d'organisation de ce scrutin qui ne requiert pas l'unanimité de tout le monde. Didier Assoba. Oui, la Guinée, on en a parlé à plusieurs reprises, avec la déception, la grande déception qui s'appelle désormais Alpha Condé. Qui est venu nous affubler ici avec quelques citations, pas de syndicats, de chefs d'État et blablabla. Il est parti, il s'est comporté plus de la pire des façons que le syndicat même des chefs d'État africains. Aujourd'hui, il est là où il est, avec des morts sur le bras. Il pourra continuer comme bon lui semble, mais il a en face une opposition aussi déterminée. Et avec un autre acteur qui ne parle généralement pas, la grande muette en Guinée, qui sort lorsque bon lui semble, et Alpha Condé doit actuellement faire attention à tout ce qu'il est en train de faire. Pour parler de la Côte d'Ivoire, nous tous on a vu les images, on n'était pas en Côte d'Ivoire, on a vu les images avec ce boycott-là actif de l'opposition, la désobéissance civile, on a vu des localités qui ont complètement été bloquées d'accès à la commission électorale ivoirienne, mais qui, contre toute attente, annonce que c'est seulement une cinquantaine de bureaux de vote qui ont été perturbés, alors qu'il n'y a pas eu de vote dans plusieurs localités à travers le territoire. Ça aussi, c'est l'incroyable talent africain. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ils commencent par annoncer déjà les chiffres. Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Sur ces 20 dernières années, on a vu ce qu'a été ce pays. Avec des possibles coups d'État, avec des possibles putsch. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Disons des rébellions armées. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que je dis ça reste la Côte d'Ivoire, avec des gens qui sont assez sûrs que Ouattara ne continuera plus à être président. Il faut craindre pour les prochains jours, mais si le président ivoirien pourrait jouer de sa sagesse du haut de la 80e, il pourrait, à mon sens, continuer à calmer la situation. Eh bien, à contrario de ce que nous voyons en Guinée et en Côte d'Ivoire, il y a un autre pays de la sous-région qui me donne un autre exemple. C'est le Burkina Faso, qui doit aller à une élection présidentielle dans quelques semaines. Et là, au pays des hommes intègres, tous les acteurs politiques ont signé un pacte de bonne conduite. Et comme l'écrit Liberté, c'est pour un pacte de bonne conduite pour éviter ce qui se passe ailleurs. Alors, voilà un pays quand même qui se singularise et qui veut éviter, disons, les traumatismes et les drames guinéens et ivoiriens.
Non, ce pays devient une référence, hein, le pays des hommes intègres. Vous savez. Attention, on parlait de référence en citant le Bénin, le Mali, il n'y a pas longtemps. Mais je crois que la touche de Christian Marc Kaboré est en train de faire chose. C'est un monsieur qui avance dans le silence sans faire de bruit et en ralliant autour de sa personne le maximum de consensus possible pour la quiétude dans le pays. Le pays est déjà frappé par des réseaux djihadistes. S'il faut aujourd'hui aussi créer une situation qui va encore enliser un peu plus le pays, ça ne vaut pas la peine. Donc, il a fait en sorte que le consensus soit la chose la mieux partagée en cette période où tout peut arriver. Mais ils ont essayé d'assujettir tout ce qui pourrait créer des situations désobligeantes dans ce pays. Donc, félicitations à ce pays qui est en train de nous montrer que on peut aller à une élection sans toutefois créer des situations qui vont rattraper les populations de ce pays et conduire le pays vers des lendemains incertains. Maintenant, s'agissant de la Côte d'Ivoire, moi je dirais tout simplement que à ce 21e siècle, quelle fierté peut-on tirer de se voir affublé d'un pourcentage de 90%? Dieu... Non, on n'a pas encore non, tout porte à croire que nous avons demain. Quelle fierté peut-on avoir quand on dit que vous avez participé à une élection à ce 21e siècle et que vous êtes seul et que vous avez plus de 90%. Ça ne fait pas sérieux. Ça rend un peu ridicule. Non, c'est que la course pour le pouvoir doit quand même nous donner une certaine raison. Merci. Souffrez qu'on s'arrête ici. Le temps de souffler un peu, d'adresser un clin d'œil à nos partenaires et nous rebondissons avec vous sur les deux numéros, le 22 21 33 74. Le 22 20 19 68, on a parlé de la contamination toujours croissante du nouveau coronavirus. On a parlé de la rentrée. Nous sommes allés sur les pas du gouvernement Tomenga Dogbe, ses intentions et la réalité. Et puis on a fini par la situation post-électorale en Guinée et en Côte d'Ivoire qui sont à feu. Une situation pré-électorale beaucoup plus intelligente au Burkina Faso. Eh bien, c'est parti sur la riposte au nouveau coronavirus, la rentrée scolaire, les engagements, les faits et gestes du gouvernement Tomenga Dogbe, la situation sociopolitique dans les pays de la sous-région. Nous vous écoutons sur les deux numéros que vous connaissez déjà. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, Chad. C'est monsieur? Monsieur Gado. Monsieur Gado. Oui. Nous vous écoutons. Oh, j'ai envie de voir Alpha Condé et Ouattara devant moi. Oh, c'est la honte. Je vais les tirer les testicules. Les deux là pour la honte de la attention, leurs épouses risqueraient de ne pas apprécier. Ah bon, elle aussi. Non, si vous touchez aux testicules de ces honorables messieurs. Oui, ils font honte. La CEDEAO n'existe plus. La CEDEAO est déjà morte. Moi, je demande à toutes les sociétés civiles de l'Afrique occidentale d'écrire une lettre à la CEDEAO pour qu'on fasse une profonde réforme, c'est-à-dire reformer la CEDEAO, quoi. La CEDEAO n'existe plus, mais c'est ça, c'est une honte. Oh, je manque de mots. Merci. Bonne journée. Merci. Mais à côté, il y a quand même le Burkina qui vient de signer ce pacte-là de bonne conduite entre tous les acteurs avant l'élection. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Allô, c'est Armand. Armand. Oui. Ok, nous vous écoutons. Il peut dire que pour la rentrée des classes qui viennent de se faire ce matin, oui, il va falloir que l'ensemble des acteurs puissent avoir un peu de retenue. Discuter, chercher toujours à trouver des solutions, puisque nous sommes dans une période un peu difficile. Et aussi bien les syndicats, les enseignants, les responsables d'établissement, les parents et les élèves doivent essayer un tant soit peu de prendre sur eux-mêmes pour faire avancer les choses. Merci. Je vous en prie que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour que la boisson soit buvable pour tout le monde. Le troisième auditeur aujourd'hui, bonjour. Salam alaikum, monsieur Sass. Monsieur Waris depuis Azaoun. Oui, c'est concernant la rentrée qui est effective depuis ce matin. Oui. Monsieur Sass,
permettez-moi quand même de féliciter les deux protagonistes, le corps enseignant et le gouvernement de la République, en particulier le chef de l'État, Monsieur Son Excellence Faure Essourdine Agnan-Singbe, le ministre de la fonction publique, Monsieur Gilbert Bawara, et enfin le ministre de l'Éducation, le nouveau ministre Dodi Kokoroko, d'avoir affiché cette volonté d'ouvrir officiellement, Monsieur Sarr, tous les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Il y a une indicative qui m'a montré et appuyé que les autorités de l'éducation et le corps enseignant auraient, je le mets au conditionnel, auraient trouvé un terrain d'entente. En tant que citoyen, monsieur Sarr, j'étais dans certains établissements de la place ce matin. Oui. Il s'agit de lycée d'Azaou, lycée de Kévé et école centrale primaire d'Azaou. Mais monsieur Sarr, j'ai remarqué que l'effectif habituel des enseignants ont répondu présent, les élèves également, et les mesures, monsieur Sarr, les mesures barrières ont été rigoureusement respectées, et j'ai vu que les enseignants sont contents de retrouver les élèves, et c'était magnifique ce matin. Ce qui veut dire que les discordes qui avaient eu entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, désormais, sont derrière nous, si vous me le permettez de parler ainsi. Et vous chutez, monsieur Sarr, vous chutez, il en aura d'autres rencontres tête à tête avec les syndicats des enseignants, le ministre en charge de l'enseignement, le ministre du tutelle n'hésite vraiment pas à le faire. Et que les enseignants ne vivent pas, mais plutôt les enseignants togolais ne survit pas, mais plutôt vit. Autrement dit que l'enseignant togolais ne doit pas faire. Merci de chuter, de laisser la place à d'autres. Merci pour ces observations qu'il a partagées avec nous dans ces écoles de la préfecture d'Azaou, à mettre devant la situation également de Komboloaga, comme il de partager à l'instant. Alors, nous recevons le quatrième auditeur aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sarr. Ah, pour une fois, nous avons une dame. Oui. Eh bien, nous vous écoutons, madame. Moi, j'appelle concernant la reprise des élèves ce matin. Je veux vraiment exhorter nos enfants à porter correctement les cache-nez. Franchement, ce matin, il y avait certains qui les avaient dans la main. Dans le sac, quand tu leur demandes où est ton cache-nez, c'est là où on ouvre le sac pour faire sortir ça. Soit c'est comme un bracelet qu'on le met au bras. Les parents, professeurs et tout le corps enseignant, il faut d'abord exhorter les enfants à bien porter les cache-nez. Merci. Je vous en prie, madame. Eh bien, le cache-nez, c'est pas cache-menton, c'est pas mettre dans le sac, c'est pas mettre sur une oreille et que cela pende dans le vide, mais c'est un masque bucco-nasal, un cache-nez. Le masque doit effectivement couvrir et la bouche et le nez. Merci à madame de nous y exhorter. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Pelé. Pelé, allez-y. Oui, je salue le plateau. Et je voudrais dire à notre docteur que pour cette période-là, on ne doit pas faire l'économie de communication sur le résultat de tout ce qui passe comme Covid-là, pour que nos enfants soient à l'aise un peu, parce que la rentrée vient de commencer. Je pense que si on fait l'économie de ce communiqué-là, ça peut nous arranger un peu. Quel communiqué? Vous parlez de quel communiqué? Oui, ils sont comme pas chaque jour communiqué de mort, de cas, les cas quoi. Ouais, il faut qu'on suspende ça après, parce qu'au Bénin on ne fait plus ça, au Ghana on ne fait plus ces choses-là. Pelé, il y a plutôt d'autres auditeurs qui pensent qu'on doit plutôt choquer l'opinion pour que les gens se montrent disciplinés. Non, il faut passer par d'autres moyens, par l'information, par la formation civique. Donner, c'est-à-dire des sketchs, des choses plus que ça là. Parce que quand on disait 10 mots, 20 mots, 30 mots, 40 mots, mais les enfants seront traumatisés. Les enfants seront traumatisés. Donc, concernant les classes qu'on va construire, c'est maintenant qu'on va construire les classes là que les enfants vont réintégrer ou bien comment.
Merci Pelé. L'auditeur, notre ami Dr Pana va vous répondre incessamment. Le temps que nous prenions, l'auditeur qui entend en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Ah, notre ami taximan. Eh bien, serrez bien, diminuez le volume de votre radio du taxi et parlez-nous. Je sais que le péage qui a été inauguré, c'est le temps de Classo, non? Ça a été fait. Oui, Classo a commencé, mais c'est Victoire qui a inauguré. C'est comme ça la vie aussi. C'est pas bien du tout, il ne faut pas qu'il dise que c'est lui qui a fait. C'est Classo, on sait que Classo n'a rien fait à Hao, mais c'est lui, c'est le temps de... Non, nous avons dit que Mme Toumega Degwe a inauguré le poste de péage. Ok, ça passe. J'ai une question à l'euro là. Oui. Les enseignants disent que si le gouvernement ne les a pas satisfaits, ils vont faire la grève. Et maintenant, lui dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent la grève, que le gouvernement... Non, ils sont dans leurs droits. Un enseignant qui travaille, et celui, le journaliste qui fait là-bas, là, est-ce que les enseignants peuvent se lever comme ça, parler que bon, lui ne fait rien? Il y a certains propos, il ne faut pas qu'on dise. Les enseignants aussi sont des hommes. Ils travaillent. L'ami Karim, oui? Nous, journalistes, nous avons le privilège de parler de tout le monde. On ne refuse pas. On refuse pas. Vous avez le droit de parler de tout le monde. Mais le travail d'enseignant, c'est un peu difficile. Vous avez fait. Karim, est-ce que vous avez écouté notre ami Aliroud dans tout son développement? Oui, je l'ai écouté. Dans ma voiture, je l'ai bien écouté. Merci, bonjour, monsieur. Je vous en prie, cher ami Karim. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Commis, allez-y. S'il vous plaît, le docteur est là. Il est là, il vous écoute. J'ai deux questions à lui sur la flambée des contaminations. Oui. Je pense pour être contaminé, il faut fouler aux pieds le respect des gestes barrières prescrits par le gouvernement. Et quand le premier responsable du pays le fait, pourquoi eux, qui sont du domaine, ne prennent pas leur courage à deux mains pour rappeler le président de la République à l'ordre? Parce que je constate que les corps habillés aussi prennent ce vilain plaisir de le faire. Ils font quoi? Par exemple, le mercredi passé, au Conseil de ministres, qui ne peut durer que 2 heures, le chef de l'État n'a pas porté masque. Et ça a envoyé une image négative sur la sensibilisation. Pourquoi ils n'ont pas régulé ce cas? Deuxième préoccupation, lorsqu'on a ouvert les églises, j'ai vu les éléments de la FOSAP qui sont venus appuyer la sensibilisation par des visites inopinées. Pourquoi ils n'ont pas incité la FOSAP à faire aussi la même chose pour la rentrée? Puisque les enseignants ont été dépourvus de leur autorité. Merci. Je vous en prie, comme on prend le tout dernier auditeur et puis il est parti, bien va revenir. Michel? Oui, bonjour l'ami. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Mavanada de Gomé. Oui, allez-y. Monsieur Sass. Oui. Et pour rentrer en île, c'est un peu difficile, quoi. Ah oui, c'est... Donc si Dieu fait, nous sommes rentrés en île, moi il faut laisser exprimer notre opinion. Ouais. C'est une doléance. Vous l'exprimez seulement, je vous prie de le faire dans un temps bien donné. D'accord. Monsieur Sass, les ministres là, et les enseignants, qui font plus que dans ce pays. Mais les ministres, ils gagnent beaucoup, avec leur salaire, tout ça. Mais au boudron encore leur maison jusqu'à leur lieu de service. Mais les enseignants demandent quelque chose, mais on voit ce qu'ils demandent trop. Entre les enseignants et les ministres là, qui travaillent. Il faut que le gouvernement revoie ça. C'est très important. Merci. Je vous en prie. Merci pour vos différentes interventions. Docteur Pana, vous avez été interpellé sur 3 sujets. D'abord, il semble que certaines personnes, notamment au sommet de l'État, ne portent pas toujours le masque. Et pour l'auditeur, c'est un mauvais exemple qu'on donne aux jeunes. Bon, merci beaucoup pour cette question. Je crois que ma modeste personne est mal placée pour aller faire des commentaires là-dessus. Lorsque nous faisons la sensibilisation, nous la faisons pour tout le monde, du sommet jusqu'à la base. Donc, je suis sûr que l'auditeur qui vient de poser cette question-là, on nous écoute, hein, les conseillers du PR et tout ça, et ils vont pouvoir lui faire le feedback. Il ne me revient pas d'aller dire à X et à Y. Je ne suis pas, par exemple, chargé de pouvoir aller dire à des gens qui sont dans un bar ou bien...
pourquoi vous ne portez pas le masque? Je ne suis pas pour ça. Merci. Voilà. Il dit également, fait le constat que les éléments de la FOSAP sont allés appuyer les lieux de culte, alors que ce matin, il dit qu'il n'a pas été de même, des éléments de la FOSAP qui sont allés appuyer les enseignants pour les mesures barrières. Non, je pense que là-bas, c'est important de souligner quelque chose. Au niveau des écoles, il a remarqué, il y a eu une réunion entre le gouvernement et les différents acteurs, notamment les enseignants, les inspecteurs et tout ça là. À ce niveau, au niveau scolaire, il y a déjà ces responsables-là qui sont là pour pouvoir suivre. Donc, au niveau des cultes, il n'y a pas. Il semble qu'il y a également des séances de travail régulièrement. Non, je veux dire, lorsque vous avez votre église, il n'y a personne là-bas, à part le responsable du culte, qui va pouvoir évaluer. Donc, on a donné... Nous, dans notre église catholique, nous avons un service d'ordre qui fait bien le travail. Oui, mais est-ce qu'il est formel? Il n'est pas formel. Le gouvernement marche avec des attributions qu'il donne à certaines structures. Oui. Et je crois que c'est dans ce sens que lorsque le gouvernement a édicté l'ouverture des cultes, ils ont donné une prérogative à la FOSAP. Maintenant, si le gouvernement juge nécessaire que la FOSAP aille aussi au niveau des écoles, ils le feront. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, mais je pense qu'il y a déjà les inspecteurs, les directeurs, les enseignants. Quand même, on a une grande quantité de personnes qui peuvent faire le travail. Et FOSAP va s'occuper d'autres choses aussi qu'ensemble. Merci. Maintenant, une question, la première d'ailleurs, vous avez été adressée. Oui. Moi, j'ai perdu mes notes. Non, il a posé de suspendre les communiqués qu'on passe chaque jour sur les décomptes. Oui. Je voudrais que le concitoyen sache quelque chose. Je ne sais pas, il a donné l'exemple du Ghana, bon, je ne sais rien, mais je sais que les pays dans le monde, les 194 pays du monde qui composent l'Organisation mondiale de la santé, ont l'obligation, à travers ce que nous appelons le règlement sanitaire international, de rendre public les chiffres épidémiologiques lorsqu'il s'agit d'une épidémie. Donc le Togo ne fait que vraiment respecter cette règle-là. La deuxième des choses, je suis sûr que si aujourd'hui on arrête de publier ces chiffres-là, c'est les mêmes personnes aussi dans la population qui vont commencer, mais qu'est-ce que le gouvernement cache et puis il ne dit pas qu'est-ce qui se passe au niveau de cette pandémie. Donc je pense que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Alors, le Togo ne fait que respecter ses engagements vis-à-vis du règlement sanitaire international en publiant ces chiffres-là chaque jour. Merci. Tchakala, 2 auditeurs sont revenus entre les enseignants et les ministres qui travaillent le plus et qui devraient gagner le plus. Oh non, mais moi aussi, je me suis essayé à la profession d'enseignant. J'ai des gens aujourd'hui qui sont de grands cadres, qui travaillent un peu partout. Donc, c'est noble le métier. Mais dire que le ministre aussi ne travaille pas, c'est le ministre qui patronne, qui chapeaute toute l'action au niveau de son département. Donc, lui aussi, il ne croise pas les bras. Aujourd'hui, c'est le professeur Kokoroko qui est au devant. Les enseignants, ils sont dans leur petit coin. Mais ça veut dire que c'est une action symbiotique que tous doivent mener. Tous s'imbriquent. S'il n'y a pas Kokoroko, les enseignants aussi n'auraient pas leur sens. Donc, ils doivent travailler de façon collégiale pour donner un sens à l'éducation dans notre pays. Maintenant, je voudrais dire que les enseignants ne font que réclamer à juste titre oui, et qu'ils n'en font pas trop. Non, je ne dénie pas ce qu'ils demandent, mais je dis que nous sommes dans un contexte particulier et que le bon sens et la raison l'emportent sur les petites humeurs qu'on viendra mettre devant pour saper la bonne reprise. Donc, après 7 mois, il faut donner la chance à la reprise. Et puis bon, les dialogues pour que chaque partie entre dans ses droits peut se poursuivre tout au long de l'année. Donc, il faut respecter les engagements. Le ministre va les respecter, mais le ministre, il est nommé fraîchement, il va connaître les dossiers et puis voir quelle suite leur donner. Il y a quelqu'un qui dit que si le ministre est nommé fraîchement, les dossiers ne sont pas pour autant frais. Dites-y à ça, quoi. Oui, naturellement. Moi, je pense, en fait, j'ai l'habitude de dire ici que notre malheur, c'est que nous nous laissons nous rattraper
par nos turpitudes du passé et c'est ce qui arrive. Je pense qu'en 2019, il était possible pour le gouvernement d'honorer son engagement vis-à-vis des enseignants concernant le point 3 là, du protocole d'accord. Et si ça avait été fait en 2019, aujourd'hui, je pense qu'on n'en serait pas sur ce débat. Mais ça n'a pas été fait et aujourd'hui ça rattrape, mais dans un contexte assez particulier, difficile, de manque de moyens, mais d'épidémie également. Et donc c'est pour ça, nous, c'est de l'exhortation que nous faisons au gouvernement et aux acteurs de l'éducation, notamment aux enseignants, de collaborer pour réussir la rentrée après, de reprendre le chemin de la discussion pour qu'ils trouvent le meilleur terrain d'entente possible pour l'application de ce qui reste de cet accord-là. Et c'est toujours très important de rappeler que l'homme ne devient homme que par l'éducation. C'est par l'éducation que nous arriverons à former les générations futures de ce pays, dont nous attendons qu'ils fassent beaucoup mieux que nous. Carton de fin d'émission, Didier Assogba. Je n'ai pas de carton, mais je veux juste insister sur le fait qu'il faut que les parents soient responsables. N'envoyez pas des élèves, vos enfants, à l'école sans vous assurer qu'ils aient porté et correctement le masque bucco-nasal avant de partir. Sinon, vous laissez... et par prudence aussi, on devrait s'assurer de la nourriture, surtout des petits-enfants. Faire quelque chose dans l'assiette des petits-enfants pour qu'on soit sûr qu'ils mangent sain. Il y a des consignes qui ont été données aux enseignants et aux chefs d'établissement. Il y a des choses que les enfants ne doivent plus acheter dans les établissements maintenant, notamment les histoires de jus, de yaourt, de faim. Beaucoup de choses ont été faites au niveau des bonnes dames et comptons sur la discipline également de ces bonnes dames. Encore que les parents et que monsieur aide madame à préparer quelque chose pour les jeunes enfants avant leur départ à l'école. Alirou? Non, j'ai un carton vert pour le partenariat entre une société, la société de transport Yendoubé et la station T-Oil. Parce que bientôt il y aura l'érection d'une nouvelle station à Nanergou, c'est à Dapan. Et quand on parle de station d'essence, c'est des emplois qui vont être créés. Donc ça va changer un peu le décor. Les gens ne vont plus acheter du pétrole carburant frelaté. Donc félicitations à ce partenariat qui est en train de faire beaucoup de bien dans la localité, les emplois et les autres choses. Merci. Nanergou qui sera ainsi désenclavé avec au moins quelques postes de travail offerts là-bas. Docteur Pana, oui. Votre question de fin d'émission? Non, moi seulement c'est pour dire que je pense que tous les acteurs doivent jouer leur partition dans cette lutte contre la Covid-19 en promotant et en restant disciplinés. Il faut qu'on soit discipliné à tous les niveaux, la discipline individuelle, mais également la discipline collective telle qu'elle est dictée par les autorités. Merci, je voudrais adresser un carton de cœur à la dame qui a appelé aujourd'hui. Vous savez, il y a trop de voix masculines au club de la presse. D'abord, les invités sont presque toujours des hommes. Et les auditeurs qui appellent également sont presque toujours des hommes, alors que nous sommes dans la dynamique du Women Power. Comment on peut avoir une première ministre, avoir une présidente de l'Assemblée nationale, avoir une présidente de la CNDH et ne pas avoir des femmes courageuses qui interviennent dans le débat publiquement au club de la presse? C'est ce carton de défi que je lance aux femmes. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.